Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des modes de preuve et de l'admissibilité des modes de preuve. C'est-à-dire que on va parler de quels modes de preuve sont admis pour les actes juridiques et quels modes de preuve sont admis pour les faits juridiques. Alors d'emblée, il faut dire quelque chose de très important, c'est que il existe deux types de modes de preuve. On distingue les modes de preuve parfaits et les modes de preuve imparfaits. Alors dans un premier temps, que sont les modes de preuve parfaits? Les modes de preuve parfaits, ce sont les modes de preuve qui s'imposent au juge, c'est-à-dire que le juge est tenu de les accepter. Et ces modes de preuve parfaits, ce sont les suivants. D'abord, on a la preuve écrite. La preuve écrite, c'est celle qui résulte d'un acte écrit. Par exemple, vous concluez un contrat, eh bien, vous allez potentiellement vouloir avoir une version écrite de ce contrat. Eh bien, cette version écrite du contrat, cet acte écrit, ça va constituer une preuve écrite du contrat. En sachant que l'écrit peut être sur support papier, mais également sur support électronique. Ensuite, comme autre mode de preuve parfait, on va avoir l'aveu judiciaire. Alors d'abord, qu'est-ce que l'aveu? L'aveu, c'est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Et l'aveu judiciaire en particulier, c'est celui qui est fait au cours d'un procès. Donc concrètement, une partie au litige va reconnaître que la prétention de la partie adverse est exacte. Et l'aveu judiciaire, il fait foi contre celui qui l'a fait. Le juge est lié par l'aveu judiciaire. Il est tenu de l'accepter puisqu'il s'agit d'un mode de preuve parfait. Et puis enfin, comme mode de preuve parfait, on va avoir le serment décisoire. Le serment décisoire qui est très peu utilisé aujourd'hui, mais qui reste tout de même un des trois modes de preuve parfaits. Le serment, c'est quoi? C'est l'affirmation solennelle par une partie d'un fait qui lui est favorable. Et le serment décisoire en particulier, c'est celui qui est déféré par une partie à l'autre pour en faire dépendre l'issue du procès. Donc il s'agit du cas où une partie va demander à la partie adverse d'affirmer sous serment que ses prétentions sont exactes. Et donc en cas de serment décisoire, soit la partie adverse prête serment et gagne alors le procès, soit la partie adverse refuse de prêter serment et elle perd alors le procès. Et donc il s'agit du troisième mode de preuve parfait qui s'impose au juge, le juge étant tenu de l'accepter. Maintenant, il existe aussi des modes de preuve imparfaits. Les modes de preuve imparfaits, ils sont soumis à l'appréciation souveraine du juge, qui n'est pas tenu de les accepter. Et ces modes de preuve imparfaits, ce sont, d'abord, on a l'aveu extrajudiciaire. Donc dans les modes de preuve parfaits, on avait l'aveu judiciaire. Dans les modes de preuve imparfaits, on a l'aveu extrajudiciaire, qui est l'aveu qui est fait en dehors d'un procès. Et donc l'aveu qui est fait en dehors d'un procès ne lie pas le juge, ce dernier n'est pas tenu de l'accepter, il s'agit d'un mode de preuve imparfait. On a aussi le serment supplétoire, à ne pas confondre avec le serment décisoire. Le serment supplétoire, c'est celui qui est déféré d'office par le juge, à l'une des parties. Il s'agit du cas où la partie en question n'a pas produit suffisamment de preuves. Et par son serment, cette partie va alléguer que ses prétentions sont vraies. Et donc, à la différence du serment décisoire, le serment supplétoire est un mode de preuve imparfait. Le juge n'est pas tenu de l'accepter. On a aussi, troisième mode de preuve imparfait, les présomptions judiciaires, également appelées présomption du fait de l'homme. Donc là, on est dans la situation où on va avoir la preuve d'un fait qui se révèle difficile, et dans un tel cas, le juge, face à un fait difficile à prouver,
il va se baser sur d'autres faits qui, eux, sont certains pour établir ce qui pourrait être la réalité. D'accord? Donc ça, ce sont les présomptions judiciaires. Et puis enfin, quatrième mode de preuve imparfait, c'est le témoignage. Voilà donc pour la liste des modes de preuve parfaits et des modes de preuve imparfaits. Maintenant, on va s'intéresser à l'admissibilité des modes de preuve. Mais juste avant, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous étudiez la matière Introduction au droit. Eh bien, sachez que je propose un pack de fiches de révision en Introduction au droit, qui est un pack de 20 fiches, claires et synthétiques, qui résument parfaitement la matière Introduction au droit. Ce pack de fiches, il va donc vous permettre de réviser efficacement la matière, il va également vous permettre de mieux comprendre la matière, et si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Parenthèse fermée, on reprend donc avec l'admissibilité des modes de preuve. Alors il faut savoir que les modes de preuve admis diffèrent selon qu'il s'agit de prouver un acte juridique ou un fait juridique. D'accord ? Commençons, dans un premier temps, avec les modes de preuve admis pour les actes juridiques. Alors d'abord, il faut savoir, très très important, que les actes juridiques qui portent sur une somme supérieure à 1 500 € se prouvent par écrit. Et ce principe, il résulte de l'article 1359 du Code civil. Donc par exemple, un contrat de vente. Un contrat de vente, c'est un acte juridique. Et particulièrement, par exemple, un contrat de vente où le prix de la chose vendue est de 3 000 €, bien là, on est bien dans le cas d'un acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1 500 €, et donc un tel acte juridique doit, en principe, se prouver par écrit. Et donc, inversement, vous l'avez sans doute déjà compris, mais un acte juridique qui porte sur une somme inférieure à 1 500 € n'a pas à être prouvé par écrit, il peut être prouvé par tout moyen. C'est-à-dire que tous les modes de preuve vont être admis, aussi bien les modes de preuve parfaits que les modes de preuve imparfaits. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans plusieurs cas, cette exigence de preuve écrite qui figure à l'article 1359 du Code civil, elle est écartée. Et il est alors possible d'apporter la preuve par tout moyen, c'est-à-dire donc non seulement les autres modes de preuve parfaits qui sont l'aveu judiciaire et le serment décisoire, mais également les modes de preuve imparfaits comme les témoignages, les présomptions judiciaires, etc., etc. Mais donc, même dans le cas d'un acte juridique qui porte sur une somme supérieure à 1 500 €, eh bien, dans certains cas, l'exigence de preuve écrite sera écartée et il sera alors possible d'apporter la preuve par tout moyen à l'aide de n'importe quel mode de preuve. Quels sont ces cas ? Eh bien, ça concerne d'abord les cas où il est impossible matériellement de se procurer un écrit. Comme par exemple, si l'écrit a été perdu par un cas de force majeure, comme une inondation, un incendie, etc., etc. Dans un tel cas de force majeure, si l'écrit a été perdu, eh bien, l'exigence de preuve écrite est écartée. On a aussi les cas où il est impossible moralement de se procurer un écrit. Par exemple, dans les relations entre membres d'une même famille. Typiquement, on peut prendre l'exemple d'un prêt entre un père et son fils. Eh bien, dans un tel cas, il est d'usage de ne pas établir un écrit, parce qu'on est dans la même famille, on se fait confiance, et donc on ne va pas rédiger un écrit pour un tel prêt. Et à ce moment-là, on est dans un cas où il est impossible moralement de se procurer un écrit, et donc, là encore, l'exigence de preuve écrite est écartée. Et puis enfin, on va avoir les cas où il existe un commencement de preuve par écrit. Alors, qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ? Un commencement de preuve par écrit, c'est tout écrit qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Et un commencement de preuve par écrit,
ça constitue un premier élément de preuve qui, s'il est complété par d'autres preuves, témoignages, aveux extrajudiciaires, etc., peut suffire à convaincre le juge. Donc, par exemple, un commencement de preuve par écrit, ça peut être un acte écrit, mais qui ne serait pas valable parce qu'il ne respecte pas les conditions légales de validité. Eh bien, un tel acte écrit, certes, il n'est pas valable, il ne respecte pas les conditions de validité, mais il rend quand même vraisemblable ce qui est allégué et il peut constituer un premier élément de preuve qui, s'il est complété par d'autres preuves, va potentiellement pouvoir permettre de convaincre le juge. C'est ça, un commencement de preuve par écrit. Et donc, dans un tel cas, encore une fois, l'exigence de preuve écrite est écartée. Voilà donc pour les modes de preuve admis pour les actes juridiques. Et on passe maintenant aux modes de preuve admis pour les faits juridiques. Alors, concernant les faits juridiques, il faut savoir qu'ils se prouvent par tout moyen, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Et ça résulte de l'article 1358 du Code civil. Donc le principe, c'est que les faits juridiques se prouvent par tout moyen. Et concrètement, ça signifie que tous les modes de preuve, aussi bien parfaits qu'imparfaits, sont donc admis. Et sont donc admis la preuve écrite, les témoignages, les présomptions judiciaires, etc. Tous les modes de preuve dont on a parlé dans cette vidéo sont admis pour prouver les faits juridiques. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un like, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.